Bonjour à tous, bienvenue aux experts. Pendant 1 heure, nous allons donc revenir sur les événements tragiques de la semaine. Aux côtés de nos 2 invités politiques, j'ai invité 4 experts qui nous aideront à voir plus clair sur ces attentats qui ont endeuillé Bruxelles. Alors, on va commencer avec notre dénicheuse de tendances et animatrice à Radio Arabelle, c'est Salma Awash. Bonjour. Bonjour Salma. À côté d'elle, il blogue sur Bruxelles avec indépendance et pertinence, a une vision du futur, c'est Yvan Vandenberg. Merci de rejoindre les experts. Bonjour, et merci aussi. Bonjour Yvan. À côté de lui, elle traite l'information régionale depuis son site Vivre ici, c'est Aurore Pénois. Bonjour. Bonjour. Et pour compléter le quatuor, il est journaliste écrivain, il a surtout un regard perçant sur l'actualité, il est aussi animateur de radio, mais sur Radio Judaïka. Michel Gueude, bienvenue. Bonjour Jacques. Alors, revenons d'abord sur les faits de cette semaine. Il s'est passé tant de choses pendant cette semaine. L'arrestation de l'ennemi public numéro 1, Salah Abdeslam, réfugié chez la maman d'un cousin avenue des 80 à Molenbeek. Soulagement et félicitations de tous sur la manière dont l'opération a été effectuée. Emprisonné à Bruges, Abdeslam semble collaborer. Et 87 heures plus tard, les terroristes de l'État islamique se vengent. Attentat sanglant à Zaventem et à Malbeek, vous connaissez la suite. Elisabeth Groutars, une de nos journalistes, était dans la rame où la bombe a explosé. Elle raconte ceci 1 heure après l'antenne. Travaillé pour BX1, mais vous étiez dans le métro, dans ce fameux métro dont une des rames a explosé. Oui, tout à fait. Donc je me rendais au travail comme tous les matins. J'étais dans le dernier wagon du métro et puis on a entendu une grosse déflagration. Là, on s'est tous mis par terre. On était assez calme, on ne savait pas trop, on ne réalisait pas trop ce qui se passait. Et puis il a commencé à avoir beaucoup de fumée dans le wagon. Et donc vu qu'on n'arrivait pas beaucoup à respirer, une personne a pris les choses en main, a essayé de briser la fenêtre du métro avec son pied, mais elle n'y arrivait pas. Une autre personne, elle a tenté d'ouvrir les portes du métro pour qu'on puisse s'incruster et repasser sur le quai. Et là, elle a réussi à ouvrir cette porte. On s'est alors tous réfugiés sur le quai du métro et on a pris la direction de la sortie. On ne voyait absolument rien. Il y avait beaucoup de fumée. J'ai juste vu cette vitre devant la station totalement brisée. Et puis on s'est dirigé vers une rue où beaucoup de blessés s'étaient instinctivement concentrés. Vous vous étiez déjà rendu compte à ce moment-là qu'il s'agissait probablement d'un attentat terroriste ? Oui, je m'en rendais compte qu'il s'agissait d'un attentat avec tout ce qu'on a vu ces dernières semaines, notamment l'arrestation d'Salah Abdeslam. On était dans un contexte très très tendu. On était en niveau 3, donc ce n'est quand même pas rien. Et puis, parlant souvent ici sur le plateau de tout ce qui se passe et de tous ces faits terroristes, j'étais tout à fait consciente qu'il s'agissait d'un attentat. Maintenant, mon premier instinct de survie, c'était vraiment d'arriver à sortir de ce wagon de métro. Et vous saviez déjà qu'à ce moment-là, il s'était passé ces explosions à Zaventem ? Oui, je le savais. Avant de partir de chez moi, quelqu'un de ma famille m'avait dit, voilà, il y a 2 explosions à Zaventem. J'écoutais les nouvelles en déjeunant chez moi et j'avais justement dit à quelqu'un d'autre de ma famille, voilà, je ne suis pas très rassurée à prendre le métro, mais bon, il faut continuer à vivre naturellement. Et les forces de l'ordre, les secours n'étaient pas encore arrivés lorsque vous êtes sortis de cette station de métro ? Non, on s'aidait un peu les uns les autres. Il n'y avait pas encore de pompiers, il n'y avait pas encore d'ambulanciers, mais ils sont arrivés assez rapidement quand même sur le terrain. Voilà. Et un mouvement de solidarité qui a déjà commencé. À ce moment-là, c'était assez calme, pas le chaos qu'on pourrait imaginer. Non, c'était assez calme, mais quand on est arrivé à l'extérieur, là, les gens ont commencé à réaliser ce qui se passait. Et puis là, il y a les différentes réactions. Il y en a qui aidaient, et puis il y en a d'autres qui paniquaient et qui commençaient à pleurer. J'ai vu une dame dans un état de panique totale au téléphone, qui appelait sans doute ses proches et qui criait dans la rue. Et c'est des images, je pense, qui vont me rester. Salma Awash, où étiez-vous mardi matin ? J'étais chez moi, je servais le petit déjeuner à mes enfants et j'ai reçu une alerte sur mon téléphone et je vois double explosion à Zaventem. J'étouffe un cri et ma fille me dit qu'est-ce qu'il y a ? Je dis oh non, je dis rien, c'est le travail. J'essaie de masquer un petit peu, mais je crois dans le feu de l'action, je réalise pas. Je vais quand même travailler, je les dépose à l'école et quand j'arrive au bureau, en fait, je vois une de mes collègues qui me dit mon frère est à l'aéroport. Donc là, ça devient un peu réel parce qu'on était un peu dans le gaz. Et puis là, en fait, on entend Malbeek, et à ce moment-là, les managers passent compter les collègues. Et là, on se dit, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Là, on prend conscience quand on se met à compter ses collègues et à appeler ceux qui ne sont pas là, ça sonnait comme un état de siège, comme un état de guerre, en fait. Et vous, Yvan ? Moi, j'étais devant mon écran
en train de terminer une brève pour Bruxelles Futur et j'écoutais la radio. Et donc j'ai entendu ça, non pas d'un coup, mais progressivement. D'abord une explosion, puis un peu plus tard une deuxième explosion, et puis. Et donc par rapport à ceux qui l'ont découvert d'un seul coup, moi je l'ai vu arriver progressivement. Et donc j'ai annulé les rendez-vous que j'avais, je suis resté chez moi pour entendre la suite des événements. Aurore Benoît. J'étais en train de travailler, je terminais un article sur un musée de pompiers à Perouet, une news assez sympathique, et en fait mon téléphone a commencé à avoir beaucoup de notifications, ma page Facebook aussi, en me demandant si j'étais pas à l'aéroport justement, et sans vraiment tout à fait comprendre, parce que pour le coup j'étais pas sur Twitter à ce moment-là, donc j'ai pas tout de suite compris ce qui se passait, et c'est en checkant dans les dépêches et justement sur les flux Twitter que là commençait à prendre conscience, mais en même temps, est-ce que c'est le côté, c'est un travail au quotidien et des attentats en tant que journaliste, on en traite presque toutes les semaines. C'était fort mécanique de se dire qu'est-ce qui s'est passé, où, comment, il faut que je trouve des photos. Et encore maintenant, j'ai pas encore vraiment réalisé ce qui s'est passé. Peut-être avec des témoignages comme celui-là, effectivement, ça fait un peu revenir sur Terre par rapport au traitement de l'actualité, mais je crois qu'il va encore falloir quelques jours. Michel Gueux, de vous? J'étais devant l'écran avec ma tasse de thé du matin, à regarder les infos, et donc entre les deux attentats, j'ai vu presque tout de suite cette séquence où on voyait des gens courir devant l'aéroport, filmés depuis le parking, qui montrait très clairement qu'il s'agissait d'un attentat. Et alors, votre opinion ou avis d'expert, parce que vous êtes là en tant qu'expert sur ces faits qui se sont passés cette semaine, c'est quoi votre réflexion? Alors, ce qui m'a surpris dans ma propre réaction, c'est d'être aussi peu surpris. Et ce qui m'a surpris dans un deuxième temps aussi, c'est le calme des témoins. Notamment votre journaliste, Elisabeth Goutard, qui sort, qui a été remarquable, qui sort vraiment de l'attentat, qui vient de le subir, et qui, de show must go on, est capable de témoigner professionnellement, de donner l'information, et qui nous donne en même temps une magnifique leçon de citoyenneté, restons droits, restons fiers. Mais d'autres témoins sur d'autres chaînes se sont comportés de la même manière, et ça m'a beaucoup impressionné. On a une population qui est forte. Aurore Pénois, vous, la réflexion sur ces attentats? C'est vrai que c'est cette même impression de se dire, au final, il y en a tellement eu récemment. Il y a eu Paris qui était très, très marquant. J'ai l'impression d'avoir été plus touchée par Paris parce que c'était peut-être plus énorme que Bruxelles. Je suis très triste pour ce qui se passe aux gens, mais me laisse un peu plus de marbre. C'est vraiment cette idée de on s'y attendait, et plusieurs, effectivement, des formations qu'on avait eues nous disaient voilà, ça risque d'arriver. Et le schéma qu'on nous avait donné la première fois à la RTBF, notamment, c'était que potentiellement ils voyaient plutôt la gare centrale avec des kalachnikovs, ce qui s'est passé à Paris au final, et pas ce qui s'est passé ici à Bruxelles. C'était peut-être un objectif en fait, on ne le sait pas encore. Voilà, l'enquête le dira. Et donc oui, c'est ce côté, et même les gens autour de moi nous disent oui, en fait, on n'y croyait pas jusqu'à la dernière seconde, mais en même temps, maintenant que c'est arrivé, oui. Ça devait arriver. Ça devait arriver, en fait. Yvan Vandenberg. Ça y est, mais où et quand? Mais là, ça y est, on sait où et on sait quand. Donc la surprise, elle n'était pas que ça arrive. Bruxelles, c'est pas seulement notre ville, c'est aussi la capitale de l'Europe, c'est une cible évidente, donc ça devait bien un jour arriver. Et ma deuxième réflexion a été, on est au niveau 3, il y a plein de militaires dans l'aéroport, ils n'ont rien pu faire, et c'est évident, on aurait mis le double de militaires, qu'ils n'auraient rien pu faire, ils auraient même été à côté de lui, il aurait explosé avec lui, donc je veux dire aussi, que peut-on faire? Salma Awash. Moi, je me suis dit, effectivement, un peu comme vous, genre surpris. Et puis, finalement, oui, quelque part, on le savait tous au fond de nous que c'était un risque. On a quand même passé quelques jours en alerte 4 au mois de novembre. Par contre, je me suis demandé à un moment comment... est-ce qu'ils ont été précipités ou est-ce qu'ils se sont... Parce que je me suis dit, Paris, ça a été tellement énorme que là, on avait l'impression que ça avait été un peu rapide ou que c'était l'impression que ça donnait. Mais surtout, ce qui m'a vraiment touchée, c'est le côté à la fois résigné, digne et solidaire de la population qui a tout de suite réagi, mais en se serrant les coudes, en étant sonné, mais en essayant de tenir debout quand même. On sentait que tout le monde était sonné, mais on se dit, OK, on garde les pieds sur terre, on avance et on fait ce qu'on peut. Et j'ai été très positive en voyant qu'on ne pointait pas de doigt, qu'on ne s'accusait pas, globalement, l'état d'esprit était soudé et c'était positif. Alors à présent, on va accueillir nos invités, Sarah Turine et Armand de Decker. Je leur propose de nous rejoindre en studio à présent et de s'installer à nos côtés.
Alors, Armand de Decker, bourgmestre d'Uccle, Sarah Turin, Echfin, la cohésion sociale écolo à Molenbeek, et j'ai pas tout dit dans le cas d'Armand de Decker, député aussi, et député et maire. Alors, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Et je voudrais vous poser la même question qu'à nos experts. Sarah Turin, d'abord, où étiez-vous mardi matin quand vous avez appris les nouvelles? En fait, je devais, de manière très exceptionnelle, quitter Bruxelles, et donc j'étais sur le ring quand j'ai entendu la nouvelle, et j'ai vu passer les premières ambulances qui se dirigeaient vers Zaventem. Et j'ai continué, je devais aller dans la région namuroise, et c'est en arrivant à l'endroit où je devais aller que j'ai appris l'explosion dans le métro. Je ne suis pas restée longtemps, j'ai vite fait demi-tour pour revenir sur Bruxelles. Et vous, Armand de Decker? Écoutez, j'ai entendu l'attentat de Zaventem chez moi, mais je devais me rendre ce matin-là, c'est assez étonnant, au Conseil régional de sécurité qu'avait convoqué Rudy Vervoort pour réfléchir à la lutte contre la radicalisation, des choses comme ça. Et donc, c'est sur le chemin du cabinet Vervoort que j'ai appris l'attentat dans le métro. Et comme le cabinet Vervoort est au-dessus de la rue Béliard, de là-haut, au dernier étage, on a vu arriver les ambulances par dizaines. Et l'émotion entre les bourgmestres bruxellois était évidemment énorme. Et en fait, la réunion ne s'est pas tenue à ce moment-là. La réunion ne s'est pas tenue parce que Rudy Vervoort est allé au Conseil fédéral de sécurité et on s'est retrouvés l'après-midi. Très vite, l'enquête a avancé. On a découvert une cache à Scarbeck remplie d'explosifs, de quoi confectionner 12 bombes. On identifie les frères Kamikaz, les frères El Bakraoui. On identifie aussi le logisticien Lajraoui. Interpellation, perquisition en nombre vont se poursuivre jusqu'à ce vendredi après-midi. Manquement grave des services de police et des services judiciaires, tentative de démission. Bon, il s'est passé plein de choses cette semaine. Les critiques ont plu de l'étranger contre nos services, Armand de Decker. Aujourd'hui, donc nous enregistrons cette émission vendredi après-midi, mais comment vous répondez à toutes les critiques qui sont faites? Écoutez, il se fait que quand j'étais président du Sénat, j'étais en même temps président de la commission de contrôle des services de renseignement. Donc j'ai vécu pendant 8 ans de ma vie à surveiller une partie de mon temps le fonctionnement des services de renseignement. Et j'ai aussi assisté à des réunions européennes de services de renseignement. Et il y a une chose que les Belges ne veulent pas croire, et pourtant c'est vrai, nous sommes considérés comme un pays qui a un des meilleurs services de renseignement d'Europe. Et qui a d'ailleurs permis d'empêcher des attentats gravissimes à Londres, pour ça que notamment les Britanniques nous sont terriblement reconnaissants. Et que j'ai aussi assisté et vécu à des réunions entre Français et Belges où on sent très très bien l'estime réciproque réelle entre les professionnels. Alors, c'est drôle, on ne voit pas ça dans la presse ces derniers jours. Non, mais les Belges sont trop modestes parfois. Mais les critiques en général, on les trouve. Armand de Decker, les critiques des services américains, par exemple, sont quand même assez forts. Oui, mais il faut voir de qui ils viennent. Vous aurez constaté que du côté français, le président de la République, le Premier ministre, les chefs des services actuels ont tous salué l'excellente collaboration entre les services. Par contre, qui critique? Un ancien procureur devenu politique qui est dans son nouveau credo, qui trouve un terrain particulier avec le terrorisme et qui fait du sensationnalisme anti-belge. On va revenir là-dessus. C'est un peu lamentable et un peu petit. Quand on va parler de politique, enquête et démission, on reparlera de cet aspect-là des choses. Mais d'abord, Sarah Turin, vous avez l'habitude avec Molenbeek d'être vilipendée à travers le monde. Est-ce que là, vous trouvez, on est dans la même gamme de critiques contre Bruxelles et la Belgique? C'est une question de timing. Qu'il y ait des critiques... Peut-être pas. Je pense qu'il sera de toute façon important de faire la lumière et il faut laisser l'enquête se faire et je pense qu'il faudra... Il y a des commissions d'enquête qui sont prévues, mais il faut donc laisser le temps. Je pense que commencer maintenant à avoir une communication polémique là-dessus, je pense que ce n'est pas le bon timing. Il faut laisser le temps, sinon c'est la communication qui prend le dessus sur le réel. Pourtant, on va sauter tout de suite à notre chapitre un peu plus politique. C'était jeudi, on a appris la volonté de démission de 2 ministres et je vous propose de regarder le reportage de Sabine Ringelheim à ce propos.
Démission présentée, aussitôt refusée, et des questions qui restent entières. Certes, Koen Geens et Yann Yambon ont eux-mêmes reconnu des erreurs au niveau de la justice et de l'intérieur dans la gestion du dossier d'Ibrahim El Bakraoui. Pour autant, s'agit-il d'une réelle volonté de la part des ministres de faire un pas de côté? S'il y avait une réelle volonté claire et admise de Yann Yambon et de Koen Geens, explicitée au chef de gouvernement qu'ils voulaient démissionner en raison d'éventuels dysfonctionnements, cela aura été fait. Donc c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que la célérité avec laquelle le Premier ministre a répondu par la négative à cette démission montre qu'on est plus dans une gestuelle de communication, assez logique et assez normale somme toute, mais qu'il n'y avait pas une volonté réelle du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, en tout cas à ce stade-ci, de présenter leur démission. Le kamikaze de l'aéroport, condamné pour des faits de grand banditisme en 2010, libéré conditionnellement, avait été retrouvé en Turquie, à la frontière syrienne. Son expulsion vers la Belgique ou vers les Pays-Bas reste confuse. Alors même si aujourd'hui Charles Michel a refusé la démission des deux ministres, la crise politique pourra-t-elle être évitée ? La question qui se pose maintenant pour la majorité, si elle va savoir passer politiquement la tempête et qu'il n'y a pas d'autres éléments, je dirais, qui chargent la barque, et si elle pourra passer ce cap-là, sachant par ailleurs qu'elle a eu une communication pour le moins hasardeuse pendant le week-end, aussi au contraire, les faits sont tellement graves et avérés en termes de dysfonctionnement, je ne parle pas bien sûr en termes de comportement politique, les deux ministres vont être en situation tellement fragile qu'il sera difficile pour eux de rester en place. En attendant, l'Union nationale, elle, a vécu. Alors, Aurore Pénois, fallait-il démissionner? Fallait-il les laisser démissionner? Ou est-ce que c'est un coup de com'? Ça a l'air fort d'être un coup de com', surtout par rapport au timing. Le risque n'était pas énorme finalement, parce que ça aurait été une crise supplémentaire sur les énormes crises qu'il fallait gérer. Il faudrait voir dans les prochaines semaines ce qui va être décidé, mais c'est vrai qu'un oui de la part de Charles Michel aurait été assez étonnant à ce timing-là, en tout cas. De toute façon, c'est le roi qui aurait dû dire oui. Salma Awash? On parlait de communication, et c'est un peu ma casquette dans les experts. Donc, comment on fait la différence entre ce qu'on peut communiquer, parce qu'on doit communiquer, il faut rassurer les gens, il faut garder tout le monde dans le navire, et puis effectivement, on ne quitte pas le navire quand il est en train de couler, enfin si on le quitte quand il est en train de couler, mais on reste à bord tant qu'il y a encore des choses à récupérer. En tout cas, le capitaine. Le capitaine, en tout cas, doit rester jusqu'au bout, et qu'est-ce qu'on peut communiquer et qu'est-ce qui devient à ce moment-là nocif? Qu'est-ce qui peut nuire à la cohésion, aux besoins de l'enquête? Comment on fait la différence? Armand de Decker, vous qui avez été dans un gouvernement. Mais, oui, vous parlez au niveau du gouvernement ou par rapport aux événements dans leur ensemble et la communication sur les événements? D'abord le gouvernement, comme ça on reste sur les démissions. Pour le gouvernement, dans ce cas-ci, j'ai une première remarque fondamentale par rapport à l'origine de ce problème. Il a été provoqué par le président Erdogan dans un discours où lui, personnellement, pas un de ses ministres, on sent qu'il a vraiment la volonté d'agresser la Belgique, et il sort ceci, d'une manière ambiguë, puisque finalement, ce personnage a été extradé vers les Pays-Bas. Bon. Tout ça se passe, si je suis bien informé, plutôt en 2012, 2013 et début 2014. Non, c'est en 2015. Il y a une partie, oui, mais l'information des Pays-Bas, je crois que c'est antérieur. Et donc, il faut voir les faits. Mais ceci dit, quand dans le département d'un ministre, quelque chose tourne mal, bon, il n'en est pas responsable, il n'est pas le responsable direct de la chose, mais il est le responsable politique de la chose. C'est responsable et pas coupable. C'est responsable et pas coupable. On se souvient, par exemple, du drame du Heysel dans le temps, où M. Nothomb était ministre de l'Intérieur et il ne voulait pas démissionner. Et il y a eu de grands discours à la Chambre où on disait, voilà, on ne doit pas être personnellement responsable de l'erreur, mais quand on dirige un département, on doit assumer pour le département. Alors, ils l'ont fait, et je crois que c'est en leur honneur. Bon, c'est une curieuse démission, puisque une vraie démission s'adresse au roi. On l'adresse au roi. Mais il est évident que dans ce cas-ci, ce n'était pas nécessaire, parce qu'il était évident qu'elle allait être refusée vu les circonstances, et que si c'est le roi qui avait été consulté, il aurait probablement, lui aussi, émis un refus de la démission
dans les circonstances actuelles, parce qu'on a besoin de ces ministres opérationnels. Mais à cause il paraît que la campagne de dénonciation de l'information qui n'aurait pas été bien exploitée par les services de police était très très forte en Flandre, beaucoup plus forte dans la presse flamande, paraît-il, que dans la presse francophone les 24 heures précédents. Et donc, du côté flamand, ces deux hommes politiques flamands se sont dit, voilà, il faut qu'on pose un acte. On vous a entendu, c'est ça? Oui, dire voilà, je crois que c'est plutôt ça. Sarah Turin, vous partagez cette analyse? Mais c'est-à-dire que des failles, je pense qu'il y en a, notamment dans la gestion des retournistes. Bien sûr. Moi, depuis le niveau local, ça fait 2 ans que je réclame qu'il y ait une politique plus claire d'accompagnement de ces retournistes. Et donc, je pense qu'il va falloir vraiment faire la lumière là-dessus et on doit pouvoir reconnaître que certaines choses n'ont pas été faites et améliorer pour le futur. Maintenant, effectivement, sur cette gestion de la communication, c'est monté très très fort du côté néerlandophone, effectivement, et à raison, parce qu'il y a un enjeu à poser ces questions-là. Alors, est-ce qu'effectivement, eux ont décidé de présenter leur démission en sachant qu'elle ne serait pas acceptée pour faire tomber la pression et dire on vous a entendu, on en reparle plus tard? Peut-être. Je ne suis pas sûre que c'était le plus adroit parce que je pense que c'est pas ça, les gens ne comprennent pas. On se demande un peu c'est quoi ce jeu. Donc je ne suis pas sûre que ça soit à leur avantage, mais peut-être que par rapport à la presse et aux médias, c'était ce qu'il fallait faire. De manière générale, Michel Gueux, est-ce que finalement les politiques ont été à la hauteur cette semaine? Je trouve, oui. Il y a eu quelques moments un peu matamoresques après l'arrestation d'Abdeslam. Mais de manière générale, les choses sont faites avec sérieux, je trouve. Et je trouve que ces deux hommes politiques ont réagi comme il fallait. Nous sommes en train de défendre la démocratie. Il y a une procédure que vous venez de rappeler. Ils l'ont mise en application, même si effectivement tout le monde se doutait bien qu'il y avait des choses plus importantes que ça. Mais c'est une manière de reconnaître déjà maintenant qu'il y a des choses à revoir, qu'il y a probablement eu un certain nombre d'erreurs qui ont été commises et qu'il faudra revenir sur le sujet. Donc je trouve ça très honnête. Et demain, est-ce qu'il faut changer nos méthodes? On a l'impression que maintenant, la garde à vue de 72 heures, tout le monde est d'accord. Chez Écolo, on est d'accord là-dessus? Non, je pense qu'on doit être attentif entre... il ne faut pas prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Hein, et donc, s'il peut être utile à un moment donné qu'on restreigne les libertés dans un moment très très limité pour des questions de sécurité, il faut faire attention à ne pas prendre des mesures qui restreignent les libertés sur le moyen et le long terme et qui mettent à mal la démocratie. Mais est-ce qu'il faut élargir la garde à vue à 72 heures? C'est ça la question. Écoutez, moi je pense que là, surtout ce qu'il faut faire maintenant, on ne va pas revoir les règles là maintenant dans l'immédiat. Ce qu'il faut, c'est une commission d'enquête qui permette de faire toute la lumière et qui permette d'améliorer le fonctionnement pour la suite. Armand de Decker, je suppose que vous ne partagez pas ce point de vue? Non, c'est-à-dire que je suis juriste, donc je sais aussi l'importance du respect du droit, de la Constitution, de ses principes. Et un système, par exemple en matière de perquisition, qui fonctionne depuis 1830, avant d'y toucher, il faut quand même réfléchir à 2 fois. Ceci dit, pour le terrorisme, dans le cadre actuel, nous sommes dans une situation de guerre asymétrique, de guerre terroriste mondiale. Je crois que rallonger la garde à vue à 72 heures me paraît tout à fait indispensable, exclusivement pour les matières terroristes, bien entendu. On parle aussi d'état d'urgence. Certains parlent, notamment le ministre NVA, parle d'avoir l'état d'urgence aussi en matière terroriste. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous agrée? Oui, non, je n'irai pas jusqu'à ces extrémités. C'est très français, hein. C'est la France qui a mené le débat. La France aime les mesures spectaculaires. Ils sont très solidaires entre eux aussi. Je trouve par exemple, dans ce qu'on vient de vivre aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, le 3e jour de deuil au Parlement, je crois qu'en France, ce ne serait pas possible. Parce que quand un drame pareil se passe, il y a une solidarité nationale qui se noue, qui est beaucoup plus intense que chez nous. Mais c'est peut-être une qualité chez nous. Vous voulez dire que dès le 3e jour, on discute déjà... Déjà, oui, à chercher les responsabilités. Sarah Turin, vous cherchez des poux dans la tête de la majorité? Ce qui est interpellant, c'est que donc, on est sous le coup de l'émotion et donc chaque fois dans des moments pareils, on vient avec des propositions sécuritaires. Les propositions sécuritaires sont importantes, mais pour combattre efficacement le terrorisme, c'est quoi le terrorisme? Ce sont des idées, ce sont des moyens financiers qui permettent de financer la logistique et les armes, et ce sont des hommes.
Et les hommes, ils viennent les chercher dans les quartiers. Et il faut agir sur les trois. Et donc, ça nécessite une réflexion plus globale. Il y a certainement, il faut déjà avoir au niveau européen une position claire sur comment on peut aider à résoudre le conflit au Proche-Orient. Il faut sans doute réfléchir à améliorer la lutte contre le trafic d'armes et voir comment financer le terrorisme. Et puis alors, on vient sur la question du recrutement dans les quartiers. Et là, c'est évidemment le renforcement. Comment le renseignement fonctionne, est-ce qu'il fonctionne bien pour pouvoir cibler ces filières et tout le travail de prévention. Mais on doit travailler sur l'ensemble. Vouloir venir uniquement à chaque fois avec des nouvelles propositions sécuritaires, ok, ça va rassurer sur le court terme, mais on ne va pas résoudre la lutte. On ne va pas lutter contre le terrorisme efficacement uniquement avec ces Dans le cadre de votre gamme d'actions, tout doit être fait par le fédéral? Parce que j'ai l'impression qu'on réclame beaucoup de choses au fédéral. Ah non, et finalement, est-ce que les régions et les communes ne devraient pas en faire davantage? Mais ça, c'est évident, mais je pense que le fédéral a une responsabilité de concertation et de coordination de tout ce programme. Je suis totalement d'accord avec Sarah Turine. Ah ben ça, c'est incroyable. Je crois qu'il faut marquer ce moment d'une pierre blanche. C'est pas incroyable. Ça ne durera peut-être pas. Non, c'est pas incroyable. C'est-à-dire que, ces matières m'intéressent depuis très très longtemps. Et il est évident que toutes les mesures dont on parle dans l'urgence, dans une crise de sécurité quotidienne, sont des mesures défensives de sécurité. Mais le problème, lui, il est beaucoup plus large. Et il est évident qu'un combat pour empêcher des jeunes de se radicaliser, donc toutes les politiques de prévention sont indispensables à long terme si on veut gérer cette situation et la régler dans un délai raisonnable d'une dizaine d'années. Parce que c'est d'une telle gravité. Donc, et je vais vous annoncer quelque chose, c'est que hier, on avait, mercredi matin, la conférence des bourgmestres. Et à la conférence des bourgmestres, j'ai proposé qu'à notre prochaine réunion, après les vacances de Pâques, nous consacrions une réunion rien qu'aux mesures de déradicalisation. Et aux politiques qui peuvent empêcher des jeunes de se radicaliser. Il y a un autre problème qui est aussi que on partage la difficulté, c'est le problème des retournistes, comme on dit, qui sont revenus et qui, eux, ont déjà vécu l'horreur ou participé à l'horreur et dont je crains qu'il soit très difficile de les déradicaliser. Mais empêcher des jeunes de se radicaliser et de partir doit être fait. Et là, pour répondre à votre question, je crois que le fédéral doit travailler avec la région et avec les communautés et les communes. Les communes ont besoin... Il y a une répartition de compétences. Ceci dit, face à tout ça, je suis en train de me demander si on ne devrait pas reconstruire la Belgique. Bon, ben là, on ouvre un autre chapitre. Voilà. Je vous propose d'ouvrir nous aussi un autre chapitre en allant vers la place de la Bourse. Parce que très vite, la Bourse est devenue un symbole comme ça de dommages faits aux victimes. Et je voudrais qu'on regarde cette interview faite par Jean-Christophe Peuzès sur place avec deux jeunes filles qui très vite sont venues sur place au moment où on commençait à dessiner à la craie sur la place de la Bourse. Et donc nous, on propose ces craies aux gens pour marquer ceux qu'ils ont envie de marquer, en soutien par rapport à ce qui s'est passé ce matin et aussi en message d'amour, en message de paix, pour dire que nous, on est là, on n'a pas peur et que, on est là, quoi. Audrey, vous avez écrit quoi, vous, comme message? Moi, j'ai écrit « Vive la vie ». Voilà, parce qu'on veut célébrer le fait que, oui, comme a dit Roxane, on n'a pas peur et la vie continue et rendre aussi hommage aux victimes de la journée d'aujourd'hui. Alors c'est de la craie, ça va peut-être s'effacer très vite, il y a des gens qui apportent des fleurs, vous espérez que quelque chose reste de tout cela après? Pas forcément, ce qui était aussi important, c'est le fait que tout le monde se rassemble. Parce que par rapport aux attentats de Paris, par exemple, les rues étaient vides, alors que là, il fait beau, il fait bon, et les gens se rassemblent, et ça fait vraiment du bien de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas devant son ordi ou devant sa télé à regarder les informations, les mauvaises nouvelles. Là, on est vivant, on est tous ensemble, et c'est fort. Je trouve que c'est assez puissant. Alors c'était une interview en fait de Michel Gaillard. Alors Yvan Vandenberg, quelle est votre réaction par rapport à ce Écoutez, moi j'habite tout près de la Bourse et donc j'ai effectivement quitté l'écran de mon ordinateur pour aller là-bas pour voir s'il y avait déjà quelqu'un. Et il y avait déjà quelqu'un. Il y avait déjà d'une part des gens avec des craies, mais aussi un violoncelliste dont on parlera peut-être plus tard, qui était là. Il n'y avait pas d'amplificateur, il n'y avait rien d'organisé, il jouait et le son partait sur toute la place, il y avait un silence sur la place, c'était vraiment merveilleux. Je dirais aussi, ce qui m'a frappé, c'est... Et pourquoi vous êtes allé à la Bourse? Pourquoi le réflexe d'aller à cet endroit-là? Moi, j'étais déjà à Picnic de Street, à m'asseoir à la Bourse. Donc moi, la Bourse, c'est le lieu, quand on gagne un match de foot, c'est là que les gens vont. Donc je suis allé voir qu'est-ce qui pourrait bien se passer là, et j'étais très surpris et très heureux de voir qu'au fond,
l'adversité crée la solidarité. Les Bruxellois qui étaient là, de toute origine, de tout âge, étaient là et c'était émouvant de voir ce moment-là avant que ce ne soit, je dirais, je ne sais pas s'il faut dire récupéré, mais enfin quand même, utilisé par d'autres, avant que les télévisions s'amènent. Donc je veux dire, il y a eu un moment là très émouvant. Je voulais juste encore ajouter quelque chose, c'est par rapport à ce que disait Mme Thurin, il y a certainement des choses à faire et à changer, mais certainement pas dans l'émotion, dans la précipitation. Il faut prendre le temps et certainement pas allonger la garde à vue maintenant comme ça dans la précipitation. Ça, ce serait très dangereux. Michel Goethe, vous vouliez parler aussi de la bourse. À quelques mètres de la bourse, donc j'y vais depuis lors plusieurs fois par jour. Il y a toujours du monde. C'est ça qui est assez... de jour comme de nuit. En fait, on a des fans du piétonnier ici. Oui, on habite dans le piétonnier. Dommage qu'Yvan Mayer ne puisse pas être là pour témoigner. Alors c'est vraiment devenu le piétonnier, ça, oui. Sans aucun doute. C'est une sorte de place du 22 mars. Il y a du monde toute la nuit. Et petit à petit, en plus de ça, se sont développées en fait deux tribus qui coexistent. Donc il y a les Belges de toute nationalité qui viennent, qui mettent leur drapeau, qui allument des bougies, qui chantent, qui discutent. Et puis il y a la tribu des journalistes qui étend son camping de jour en jour sur la place. Au début, ils étaient sur les pourtours, et puis ils se sont engagés dans la place. Et ils s'installent, au fur et à mesure, ils mettent leur matériel, ils fixent les choses. Enfin, donc, c'est un extraordinaire camping. Et ces deux tribus discutent à des moments précis, bien sûr, parce que les journalistes, c'est chaque fois pour leur direct. Donc, ils attrapent les gens, ils viennent les chercher. Et donc, il y a une sorte de vie commune qui s'est installée sur cette place qui est très fascinante quand on la suit. Ainsi... chaque fois que je sors mon chien, je passe par là. Un autre témoignage avec Aurore Pénois. Moi, je n'y suis pas encore allée. Je pense pas que je vais y aller. Non pas parce que je n'habite pas par là ou quoi que ce soit, mais il y a ce côté, effectivement, finalement, est-ce que les gens, à l'origine, se sont effectivement rendus là parce que c'est un endroit où tout le monde se réunit? Maintenant, j'ai l'impression que les médias étant là attirent les gens qui veulent voir ce qui se passe, qui eux-mêmes attirent à nouveau les médias, qui veulent voir ce que les gens qui... Et en fait... C'est un peu comme quand il y a un accident, il y a quelque chose qui se passe, donc vous avez besoin de le voir vous-même. Mais j'ai l'impression qu'on perd un peu ce côté recueillement, émotion. D'une part parce qu'effectivement, il y a des témoignages où des journalistes deviennent de plus en plus, entre guillemets, agressifs pour avoir une belle image. Et des gens qui eux-mêmes, dans l'autre sens, cherchent à faire le tour quasi de tous les médias qui sont sur place. Donc vous préférez vous recueillir derrière votre écran, c'est ça? Non, je pense que voir les gens qu'on apprécie, que ce soit les siens, ou même s'arrêter à discuter avec des gens, aller en terrasse, continuer une vie normale en fait. C'est très émouvant quand même. Oui. C'est un endroit vraiment... je vous conseille d'y aller. Vraiment. Oui, mais... Non, vous serez surprise. Il y a tout ce que vous avez dit qui est vrai. Mais ce n'est pas que ça. Il se passe vraiment un moment où on sent que les gens ont envie d'être un peu ensemble, d'échanger, de se recueillir. Il y a une atmosphère très particulière. Sarah Thurin, ça vous donne envie d'y passer? J'y suis passée parce que j'avais rendez-vous avec un journaliste. Oui. Donc moi, c'est ça qui m'a amenée, parce que c'est vrai que, comme Eschwin de Molenbeek, j'ai été pas mal interviewée par pas mal de journalistes étrangers. Et par contre, j'ai été très émue en arrivant parce que je ne m'attendais pas à trouver l'ambiance que j'y ai trouvée, et à savoir en fait une ambiance qui exprimait vraiment la vie. Et donc, il y a eu sans doute le premier jour plus un moment de recueillement. Moi, j'y suis passée le deuxième jour et j'ai aimé cette dynamique en fait très positive, et les gens se parlaient, il y en avait qui chantaient. On parlait d'ambiance de match de foot parfois aussi. Peut-être ça, j'ai pas assisté, mais alors il y a certains journalistes français qui m'ont posé la question. Ils m'ont dit mais nous on n'a pas vu ça en France. Il y avait une telle diversité aussi, disant mais il y avait des jeunes des quartiers qui y sont allés. Effectivement, moi je connais beaucoup de jeunes de Molenbeek qui ressentaient le besoin d'aller sur d'aller témoigner finalement. Voilà, et de témoigner exactement. Donc même si effectivement je sais que ça se passe pas toujours très bien avec certains médias, certains qui sont plus agressifs, je trouve qu'il y a une plus-value à ce lieu de rassemblement et qui montre cette diversité de Bruxelles. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'Uclois à la place de la Bourse, Armand de Decker? Je n'en sais rien, je n'y suis pas encore allé, mais j'irai peut-être. J'aime bien l'idée de la place du 22 mars. Ouais. C'est une belle idée. Moi, ce que je retrouve là-dedans, c'est l'esprit belge et bruxellois. C'est-à-dire, vous aurez remarqué qu'on a eu tous une réaction très différente cette fois-ci de celle du 13 novembre à Paris, où voilà, tout s'est arrêté, tout le monde était terrorisé, on a tout arrêté, on a fermé les écoles, on a fermé les crèches, on a tout arrêté. Et cette fois-ci,
quand le drame est venu chez nous, à côté de nous, on a dit « Ah, c'est comme ça ». Eh bien, la vie continue et on va montrer que la vie va continuer. Et cette réaction à la place du 22 mars témoigne bien de cet esprit-là. Donc Jules César avait raison, de tous les peuples de la Gaule, alors, les Belges sont les plus... Et une petite conclusion sur ce chapitre-là, Yvan. Oui, je dirais, ça brise un peu l'entre-soi. On sait qu'à Bruxelles, il y a absolument longtemps, on n'est plus traversé le canal, et il y a longtemps que les gens de Molenbeek n'ont plus traversé non plus. Et là, on s'est retrouvés. Donc je pense que c'est quelque chose d'important sur lequel on doit revenir. Il n'y avait pas le « eux » et le « nous ». Il n'y avait plus qu'un « nous ». Probablement temporaire d'ailleurs, mais il y avait un « nous », un véritable « nous ». Mais justement, faisons un petit test. Armand de Decker, vous habitez donc dans le sud de Bruxelles, à Uccle. Oui. Est-ce que vous venez souvent à Molenbeek ? Parce que là, aujourd'hui, vous êtes à Molenbeek. Non, je ne vais pas souvent à Molenbeek, c'est exact. Je vois souvent Françoise Keppmans, mais toujours dans sa maison communale, on se voit à d'autres endroits. Pas très souvent. Pas très souvent, mais je vais souvent dans le cœur de Bruxelles. Oui. C'est-à-dire jusqu'à... Mais ce n'était pas une critique, hein, non, juste... mais c'est l'expérience de vie. Vous allez souvent à Uccle. Mais moi, historiquement, je suis née à Uccle. C'est un mauvais exemple. Et j'ai grandi, mes premières années, c'était dans le sud de Bruxelles, donc vous avez encore des attaches. Voilà, j'ai encore des attaches, mais je me suis tellement attachée à Molenbeek que c'est vrai que je m'y sens vraiment bien. Donc je ne la quitte que quand je dois vraiment traverser le canal. Alors, quand on pense qu'il y a une différence, que Uccle a une image que tout le monde connaît, bon, quand la perquisition qui a eu lieu à Forêt, c'était à 100 mètres d'Uccle. Oui, ça aurait pu être. Dire, donc toute la population ucloise s'est sentie totalement... Je trouve qu'ils ont mal choisi leur cache. Autre moment fort, c'était cette symbolique franco-belge avec les duos de la semaine. Alors il y a eu Michel et Hollande, Michel et Valls, Mayer et Hidalgo. Alors regardez ce reportage de Marie-Noëlle Dinan et Yannick Van Gansbeek. Bruxelles et Paris unis dans la douleur. Début d'après-midi, le bourgmestre de la ville, aux côtés de la maire de Paris, se ferait difficilement un passage dans la foule de plus en plus compacte devant la bourse. Une présence remarquée et encouragée par quelques applaudissements. La vie que nous proposons est bien meilleure que la mort que certains voudraient nous imposer, bien meilleure que le silence auquel ils voudraient nous réduire. Je suis là pour témoigner de cette amitié et de cette affection. Paris et Bruxelles ne font qu'un. L'amitié entre nos villes, l'amitié entre nos peuples est là. Et je veux m'incliner devant la douleur des victimes et leurs familles. Comme je le sais, le maire de Bruxelles et vous toutes et vous tous, vous êtes inclinés lorsque Paris a été touché. Ensemble, nous serons beaucoup plus forts. Les policiers présents à Malbec se mettent en haie d'honneur. La maire de Paris tient à saluer leur courage car le travail n'est pas fini. Anne Hidalgo est blessée comme nous puisque l'attentat a eu lieu à Paris, l'attentat a eu lieu à Bruxelles au métro Malbec et donc on va évidemment échanger sur les informations dont nous disposons puisqu'on sait maintenant que la cellule terroriste est la même donc voilà, je pense qu'on va pouvoir aussi voir de quelle façon Paris est en train de se redresser et comment nous allons devoir affronter les prochains mois. Peu de temps auparavant, notre Premier ministre reçoit lui aussi son homologue français. Cher Manuel, merci pour ta présence à Bruxelles à nos côtés. Merci au-delà du symbole pour la détermination à travailler concrètement, à agir ensemble. Plus que jamais, la France, la Belgique sont unis dans la douleur, mais sont unis aussi dans une même détermination. Ici aussi, l'amitié franco-belge, c'est plus que des mots. C'est grâce à cette coopération que nos équipes ont pu travailler conjointement encore ces dernières semaines à la traque et à l'arrestation de Salah Abdeslam. Et cette coopération va se poursuivre, elle sera intensifiée dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent pour les besoins de l'enquête liés aux attentats de Paris et de Bruxelles, mais plus généralement pour prévenir de nouveaux actes terroristes parce que nous savons que c'est une action de très longue haleine. Les attentats de Bruxelles touchent la France en plein cœur. 10 ressortissants français sont blessés, dont 4 grièvement. Alors, Aurore Pénois, c'est une idylle entre les Français et les Belges ? Je ne sais pas, ce qui moi, m'a aussi beaucoup étonné, c'est qu'on voit Charles Michel qui tutoie Manuel Valls. À la belge. À la belge. C'est vraiment encore la preuve de c'est bien de chez nous. Par contre,
Et Valls très petit aussi. Oui, mais sans réhausseur. J'ai oublié le réhausseur à Paris. Voilà, c'est ça. Par contre, je trouve qu'à l'égard de l'importante communauté turque qu'il y a ici à Bruxelles, peut-être un mot de ces personnalités françaises et belges. Bien sûr, Paris est plus proche que Bruxelles, que Ankara ne l'est. Mais un mot pour aussi tous ces gens qui ont connu 3 attentats récemment à Ankara. Et on a un peu l'impression, et eux-mêmes le disent, cette impression que les 2 capitales les oublient dans les discours. Alors, ça aurait peut-être été sûrement malvenu d'avoir un représentant de la Turquie avec la France et la Belgique, mais la mention, ça se passe aussi dans les dessins. Vous avez sûrement vu ce dessin qui a été réalisé par quelqu'un de Charlie Hebdo, avec les 2 drapeaux qui se serrent. C'est plantu dans le monde, oui. Qui finalement a été détourné, où il sert également le 3e drapeau de la Turquie. Voilà, après, si la coopération à tous les niveaux peut continuer, c'est sûrement une bonne chose pour tout le monde. Michel Goede. Au-delà de la mise en scène de l'amitié franco-belge, qui est logique, puisque les attentats sont dus au même réseau, c'est la même enquête, et il y a une grande proximité. Mais moi, je suis très touché par la réaction européenne, les déclarations et la présence de M. Juncker, les larmes de la représentante européenne. Oui, je trouve que l'Europe a été très présente, et je trouve que c'est important, parce qu'en réalité, c'est pas un problème franco-belge, c'est un problème européen. Sarah Turin, ça vous a étonné aussi ce lien franco-belge? Non, pas du tout, parce qu'effectivement, c'est une filière franco-belge qui est à l'œuvre, qui a été à l'œuvre des attentats de Paris et des attentats de Bruxelles, et donc quelque part, du coup, la proximité était peut-être plus forte. Moi, suite à l'arrestation d'Abdeslam, j'étais invitée à Paris par des confrères à vous le mardi soir. Ça a été maintenu malgré les attentats. Et j'ai été frappée de la chaleur de tous les Parisiens que j'ai pu rencontrer durant ces 24 heures à Paris. Et franchement, ça m'a touchée, parce qu'on sentait qu'ils étaient eux-mêmes encore très fragilisés par l'émotion et les attentats qu'ils avaient commis il y a 4 mois. Donc moi, je comprends bien ce rapprochement plus spécifique franco-belge. On est loin des discours revanchards de Marceau, Sapin et autres, Armand de Decker. Non, moi je crois qu'on est vraiment en famille. Je veux dire, Français et Belges, et avec des événements aussi tragiques en plus, ça rapproche sérieusement. Je crois, comme le dit M. Goede, que ceci démontre aussi qu'on a besoin de plus d'Europe, parce que les vraies réponses devront venir à l'échelle européenne, c'est une évidence, notamment dans la collaboration plus forte des services de renseignement. Et sur la Turquie, je voudrais réagir à Madame. Je crois que c'est vrai, quelque part, quand vous le disiez, je me disais, vous avez raison, et je réfléchissais à la question de savoir pourquoi. Et je crois que c'est le discours politique de M. Erdogan, candidat dictateur ou dictateur, qui simplement refroidit les Belges à exprimer une solidarité qu'on devrait exprimer à l'égard du peuple turc qui est victime de ce chef d'État. Et des autres peuples victimes d'autres attentats aussi. Oui, bien entendu, il y en a beaucoup d'autres. Salma Awash, pour clôturer sur ce point-là, avant de passer à notre dernier chapitre. Juste une réflexion, c'était amusant de voir comment nous, les Belges, on a commencé à être vus en France de manière différente. On sent, je reprends Charline Vanhoenacker qui disait sur France Inter, c'est la première fois que je vois autant de Français dire je suis belge, et pas pour se moquer de nous. Donc c'est finalement quelque chose de positif qu'on peut retirer en tout cas de ce drame. Enfin, il reste la réflexion plus géostratégique. Bruxelles fut longtemps un sanctuaire, il n'y avait pas d'attentat. Eh bien, depuis mardi, c'est fini. Et on se demande, faut-il vraiment intervenir en Irak comme on le fait? Alors écoutez ce Bruxellois sur les marges de la Bourse qui, quand on lui demande ce que lui inspirent les attentats, il répond ceci. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. En fait, je voulais dire que je trouve que les politiques ils disent qu'on doit augmenter la sécurité et tout, mais je crois que le peuple n'a pas forcément envie de ça, parce que est-ce qu'on a un État policier? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Je veux dire, ça fait depuis janvier qu'il y a une augmentation de la police, des militaires dans les rues. Nous, on n'en veut pas, quoi. Enfin, on ne veut pas de la guerre, vous comprenez. Et cette guerre, pour moi, c'est nos politiques qui l'ont créée, qui bombardent des endroits et tout. Et voilà, on aimerait que les politiques arrêtent leur politique de combat et tout ça. Voilà, quoi, c'est pas normal. C'est pas le peuple, c'est nous, le peuple, qu'on subit. Les politiques, tout simplement, et voilà, quoi. J'avais envie de dire ça, quoi. Donc je suis venu ici pour dire ça.
Merci à vous. Monsieur, bonne journée à vous. Armand de Decker, Je crois que ce jeune est-ce qu'il faut bombarder l'Irak ou pas? est totalement dans l'erreur de l'analyse. Bon, nous sommes face à un second fascisme. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler. Maintenant, il y a un fascisme islamiste radical de Daesh que la plupart des pays arabes combattent et qui espèrent bien que nous allons les aider à éliminer Daesh de la surface de la Terre. Il faut savoir que ce soit les pays voisins, le pauvre Liban qui souffre avec presque 2 millions de réfugiés, la Jordanie, que ce soit regarder le combat contre l'islamisme radical courageux des Tunisiens, regarder la souffrance que l'islamisme radical a causée en Algérie dans les années 80-90. Le fait d'intervenir, c'est normal que les Belges interviennent. On doit intervenir. Même au prix d'attentats. Évidemment, il y a un risque, ça fait partie de ça, mais ne pas combattre Daesh amènera un jour l'ambition d'éliminer la démocratie et la liberté de la surface de la planète. C'est ça que cherche Daesh. Sarah Turin, est-ce qu'il faut bombarder Daesh en Irak? Alors, il faut tout faire pour que Daesh n'existe plus, mais on doit apprendre les leçons du passé. On a voulu supprimer Al-Qaïda, notamment en bombardant, et on a un monstre encore plus monstrueux que Al-Qaïda, c'est Daesh. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, et donc, il faut, en tout cas, s'il est nécessaire qu'il y ait à un moment donné peut-être une opération militaire, elle ne peut se faire qu'accompagnée d'un processus politique et de négociation. Et donc, de nouveau, je pense qu'on ne doit pas aller au tout-va et déclarer qu'on doit augmenter maintenant les frappes si ce n'est pas dans un plan stratégique et politique. Il ne faut pas oublier non plus que la Belgique, unanimement, a été opposée à l'intervention américaine en Irak, qui est aussi une des origines de cette radicalisation et de la relance des tensions entre sunnites et chiites. Donc ce n'est pas le bon ennemi. Nous ne sommes pas un véritable ennemi, finalement. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre, mais simplement nous voulons défendre la liberté et la démocratie dans le monde. Yvan Van Onen. Écoutez, puisqu'on est à ce stade de la discussion ici, je vous entendais dire tout à l'heure qu'il faut qu'on lutte contre la radicalisation, donc on doit les déradicaliser. Je me disais, mon Dieu, on va faire des lavages de cerveau, comment va-t-on faire pour déradicaliser quelqu'un? Est-ce qu'une bombe peut déradicaliser quelqu'un? Alors, je crois, et je m'excuse parce que je ne réponds pas ce qu'il faut faire à court terme, mais à long terme, moi je crois qu'il y a vraiment 2 choses à faire. C'est d'une part, au niveau de Bruxelles, mettre fin à cette ville duale où on se trouve d'un côté et de l'autre, où les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, où les gens sont aussi bien entre eux à Uccle qu'ils sont entre eux à Molenbeek. Du logement social à Uccle, personne n'en réclame beaucoup, que je sache, mais si des gens qui ont des revenus veulent s'installer à Molenbeek, on va hurler à la gentrification, on le voit avec le canal. Donc vous voyez, moi je suis pour une ville mixte. Et c'est un projet difficile, ça ne va pas tout seul. Sarah Turin est d'accord que des gens à revenus élevés viennent vivre à Molenbeek. Je n'ai pas du tout... Enfin, je pense il y a une rénovation le long du canal, il y a des anciens sites industriels qui sont rénovés en neuf dans les quartiers, et c'est très bien, et je n'ai pas peur des effets négatifs de la gentrification, parce qu'il y a une emprise publique très importante dans les quartiers, qui fait que il y aura de toute façon une mixité sociale. Et donc, welcome, venez vous installer à Molenbeek. Et alors les logements sociaux à Uccle? Oui. Parallèlement, parce que c'était ça votre... Les logements sociaux à Uccle, d'abord, ça peut surprendre, mais il y en a beaucoup, il faut le savoir. Il y en a quand même à peu près 2000. Voilà. Pour le reste... Il y en a combien à Molenbeek? Attendez, à Molenbeek, il y en a combien? Je ne connais pas les chiffres par cœur, je n'ai pas cherché les chiffres avant, mais on est à 15% de logements sociaux. Mais je pense que par rapport à ce que vous disiez sur le fait que vous souhaiteriez que tout le monde soit ensemble partout, c'est vrai. Mais ça implique une certaine gentrification du sud du canal. Il faut le faire. Comme Saint-Gilles, ça se fait d'une manière évidente depuis un certain nombre d'années, et c'est pas plus mal. Parce qu'une des origines de la radicalisation, c'est précisément des densités et des quartiers, ghettos, qui rendent le problème ou qui provoquent une radicalisation plus facile, ou le discours des recruteurs plus facile. Et donc, voilà, je crois qu'on a été peut-être... On a certainement eu tort de laisser se concentrer les immigrés qu'on a fait venir, que la Belgique a souhaité voir venir, mais on les a laissés se concentrer autour de la gare du Midi, de la gare du Nord et
Et des zones déjà précarisées, en fait. Ouais. Sarah Turine, vous vouliez réagir à cela? Peut-être que M. Van den Berg va continuer, mais donc, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il faut agir dans le travail de prévention et combattre les injustices sociales ici, mais un des éléments qui est utilisé par les recruteurs, c'est tout ce qui se passe aussi au Proche-Orient. Et donc, l'Europe ne peut plus se cacher derrière des positions qui ne tiennent pas la route, que ce soit par rapport au conflit israélo-palestinien ou, plus largement, ce qui se passe en Syrie, la façon dont on était intervenu également en Libye. Mais vous dites vous-même qu'on ne peut pas intervenir. Mais donc je dis, non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que l'Europe doit pouvoir être active par rapport à la résolution des conflits au Proche-Orient. Mais je disais simplement que décider simplement d'aller frapper militairement ne sert strictement à rien si ce n'est pas accompagné d'autres choses. Et peut-être qu'il n'est pas nécessaire de combattre militairement. Il faut surtout réfléchir à être actif, à aider à une solution politique, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Oui, il faut dire que ça fait quand même quelques décennies qu'on n'y arrive pas. Donc j'espère que la Belgique pourra y arriver toute seule. Yvan Van den Berg, vous voulez continuer là-dessus? Oui, mais déjà ici, on n'y arrive pas. Yvan Van den Berg, oui, l'autre moitié. La moitié rapidement, parce qu'on doit terminer ce chapitre. Donc, dans le court terme, je laisse aux autres le soin de dire ce qu'il faut faire. Mais dans le long terme, il y a d'une part donc, une ville qui soit plus mixte. Et donc, il y a des choses actives à faire. Empêcher que la gentrification ne bouffe Molenbeek, mais empêcher à l'inverse qu'à Uccle, on se retrouve entre soi. Et moi, j'entends même dans mon quartier qu'on me dit les gens de Uccle ne viennent plus dans le centre-ville non plus, parce que quand ils se promènent sur le piétonnier, ils ne voient que des pauvres. C'est la faute du piétonnier, oui, mais... Bon, il y a plein de monde sur le piétonnier, mais pas les gens de Uccle. Donc c'est quand même une question. Mais la deuxième partie de ma proposition, c'est aussi de mettre vraiment le paquet sur l'éducation. On est vraiment dans une situation catastrophique. Moi, j'ai travaillé pendant 4 ans à Molenbeek, à l'école communale à côté d'où j'étais. 100% des enfants étaient d'origine marocaine, l'institutrice aussi, pour leur expliquer comment les Belges règlent leurs problèmes. Donc, il faut miser sur l'éducation, il n'y aura pas de résultat dans 4 jours. Mais il y a un travail énorme à faire, et je ne pense pas qu'actuellement la communauté française soit à la hauteur de cela. Moi, je suis pour une régionalisation de l'enseignement, que Bruxelles assume elle-même cette situation. On vous réinvitera, Yvan, quand la ministre ou des gens intéressés par la régionalisation seront là, mais on reparlera de ce sujet-là. Je vous propose de passer à nos coups de cœur, et tout d'abord à commencer avec celui de Salma Awash. Vous avez voulu encore reparler, finalement, des attentats avec la réaction des gens de la STIB. Oui, d'habitude on sort du sujet, mais là en fait j'ai trouvé, tout d'abord il y a eu des réactions très très courageuses sur place, des chauffeurs qui essaient, tout le monde essaie de s'entraider, et puis ils ont été touchés quand même, très durement touchés aussi. Ils ont le courage de le lendemain de reconduire des bus, des trams, enfin de reprendre l'activité, c'est quand même pas rien. Les réactions sur les réseaux sociaux, ils répondaient personnellement à chacun des commentaires qui demandaient si son tram roulait, comment il pouvait circuler, etc. La mise en place. Et puis pour finir, ce We Love Brussels, ce visuel qui est endeuillé, on le voit, mais qui reste toujours très, très, très amoureux de sa ville qui l'a fait bouger, et l'ouverture d'un registre de pensée en fait, qu'ils vont transmettre aux familles des victimes, en rejoignant celui des victimes de l'aéroport, qui est très digne en fait. Merci pour ce coup de cœur. Et Yvan, le vôtre, c'est à la fois un violoncelliste et un livre. Peut-être qu'on va le voir, là, le violoncelliste. Oui. Bien voilà. J'exagère, mais l'art sauvera le monde. Tout le monde a été sensible à ce qu'il a fait là, quelle que soit l'éducation, quel que soit l'âge. Et donc je pense que c'est une image importante dans ce qui nous arrive, et qui est une réponse aussi à ce qui pourrait bien nous arriver. Sans doute que vous voyez là le bouquin de Jacques Attali, qui parle donc d'une brève histoire de l'avenir, et où après l'hyper-empire dans lequel nous sommes, il prévoit l'arrivée de la barbarie. La barbarie, il la prévoit, elle est là. Elle a commencé. Et donc, il va falloir mettre en œuvre beaucoup de choses pour éviter de passer, effectivement, à l'arrivée des pirates et des barbares. Alors, le coup de cœur de Aurore Pénois, c'est une vidéo. C'est une vidéo, il y en a eu plusieurs. C'est ici, Studio Bruxelles, qui l'a réalisé. C'est 2 personnes qui vont traverser les différentes communes de Bruxelles dans des lieux qui sont assez symboliques. On voyait justement ici à Molenbeek, qui collent sur des bandes autocollantes, justement, un peu partout sur différents monuments, et qui écrivent des différents messages positifs. Alors, vous avez dit que l'art allait sauver le monde. Je pense que la culture aussi, puisque c'est vraiment une bonne action culturelle. Il y en a eu plusieurs, il y a plusieurs vidéos. Pour revenir sur la STIB, il y avait aussi un chauffeur qui a partagé sur Facebook un message
d'une utilisatrice en fait qui le remerciait d'avoir tout simplement pris le bus. Beaucoup de choses positives se passent sur les réseaux sociaux en ce moment, comme ces vidéos et bien d'autres. Et donc voilà, ça met un peu du baume au cœur. Alors vous, Michel Gueude? Je vais vous parler de 2 livres. Le premier par un écrivain belge d'origine marocaine qui s'appelle Saber Assal, qui a écrit un roman il y a quelques années qui s'appelle Parle-moi de ton absence, qui est l'histoire de sa mère. C'est une jeune marocaine, qui a une enfance heureuse dans la campagne marocaine, et puis qui est mariée et qui va vivre un enfer d'oppression. Elle va être spoliée par son mari, elle va être trompée, elle va perdre ses enfants. Enfin, c'est vraiment l'horreur. Il se révolte contre la condition féminine qui a été faite à sa mère. Le deuxième livre vient de paraître. C'est une journaliste belge, Pascale Bourgault, une grande reporter, qui vient de l'écrire. C'est le récit d'une combattante kurde, donc elle aussi musulmane, qui a exactement la même enfance que la première, dans une campagne au Kurdistan, et qui décide, elle, qu'elle ne vivra pas cette vie-là, et qui rejoint la guérilla, et qui se bat aujourd'hui pour la liberté des Kurdes et aussi pour la liberté des femmes. Et ce que je voulais dire, c'est que dans toutes les sociétés, il y a des réactionnaires, il y a des gens qui veulent plus de liberté, plus de justice. Et là aussi, on voit des femmes qui se battent pour leur liberté et des hommes qui les soutiennent. Alors, je ne sais pas si, en quelques secondes, Sarah Turine ou Armand de Decker, vous avez quelque chose qui vous a frappé, dont vous avez envie de parler, Armand de Decker, un livre ou un spectacle au Centre culturel en termes de livre, j'aurais pensé au livre de Pascale Bourgault aussi, c'est étonnant. Ça nous rapproche. Oui. Par contre, comme coup de cœur, il faut savoir qu'après les attentats de Paris, nous avions très peur, les autorités, les bourgmestres et tout ça, de la capacité de nos hôpitaux d'accueillir un grand nombre de blessés, comme cela s'était produit à Paris. Et donc, déjà après l'attentat du musée juif et après le 23 novembre, les hôpitaux, les grands hôpitaux français et belges ont travaillé ensemble. Et c'est de cette expérience qu'ils ont bénéficié Et je voudrais rendre hommage aux services de santé qui ont très très bien travaillé. Très bien. Et Sarah Turine, de votre côté? Un coup de cœur pour la suite aussi. À Molenbeek, il y a le chapiteau de la compagnie des nouveaux disparus qui s'est installé sur le parvis Saint-Jean-Baptiste. Ils voulaient le faire à Molenbeek après tout le Molenbeek bashing qu'il y avait eu. Ils devaient commencer leur spectacle le mardi. Ils l'ont annulé mardi, mais là, ils ont décidé quand même néanmoins de le maintenir. Et donc, il se joue pendant 15 jours. Et donc, n'hésitez pas à venir à Molenbeek. Un peu de pub. Parfait. De toute façon, moi, j'ai bien noté que Aurore Pénois irait à la place de la Bourse et que Armand de Decker irait désormais à Uccle. Et moi, je voulais juste donner... à Uccle, bien sûr, et à Molenbeek surtout. Et je voudrais donner mon coup de cœur à moi, parce que je voudrais qu'on n'oublie pas cet homme merveilleux qui est mort cette semaine, Johan Cruyff, 68 ans, et un superbe joueur de football, mais surtout un humaniste et quelqu'un d'assez extraordinaire. Et je voudrais qu'on se quitte, d'abord en vous remerciant, chroniqueurs et invités, d'être venus aujourd'hui, avec quelques images d'une minute de silence faite en Wallonie, parce qu'en Wallonie, on a beaucoup pensé à nous, et nous, on a profité ici à BX1 de la solidarité des télés locales. Voilà donc ces images je crois que c'est dans la région du centre, de cette minute de silence. Alors merci à tous, je vous donne rendez-vous après les vacances de Pâques, samedi 16 avril, pour un nouveau numéro des experts. Bon week-end.